la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'approche One Health ou une seule santé est une approche holistique pour répondre aux événements de santé publique émergents à l'interface humain-animal-environnement. Elle vise à renforcer l'intégration et la coopération intersectorielle en matière de prévention, de détection et de riposte face aux menaces de maladies infectieuses émergentes, notamment les zoonoses et la résistance aux antimicrobiens, la sécurité sanitaire des aliments et les perturbateurs endocriniens. Le Burkina Faso s'est engagé à mettre en œuvre cette approche à travers l'adoption en 2019 d'un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'une plateforme nationale de coordination One Health. Un arrêté interministériel a été pris en 2020 pour préciser les attributions, organisation, composition et fonctionnement des organes de cette plateforme. La plateforme nationale de coordination One Health, qui compte 6 organes, a pour objectif d'assurer une réponse efficace aux événements de santé publique émergents à l'interface entre les humains, les animaux et l'environnement par la mutualisation des ressources et une coordination qui prenne en compte tous les secteurs concernés dans la prévention, la détection et la réponse aux événements et urgences de santé publique. La mise en œuvre de cette approche est essentielle au niveau communautaire et central pour une gestion efficiente des problèmes de santé publique. Pour permettre une meilleure connaissance et une appropriation de l'approche One Health par les acteurs des différents secteurs, nous recevons pour vous sur ce plateau ce soir Dr Isaka Yamuego. Dr Yamuego est le secrétaire exécutif du One Health. Professeur Zekiba Tarnagda. Professeur Tarnagda est expert One Health, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Dr Ahmed Sidwaya Ouedraogo. Dr Ouedraogo est le directeur de la protection de la santé de la population. Et puis, nous avons avec nous Dr Madi Savadogo. Dr Savadogo est le directeur de la santé animale. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Dr Yamuego, pouvez-vous nous expliquer davantage l'approche One Health? Ok. Et merci, Madame Dao, pour l'occasion, l'opportunité que vous nous offrez et de nous expliquer, d'échanger ce soir sur cette approche One Health, une seule santé, qui est mise en œuvre au Burkina Faso à travers la plateforme nationale de coordination One Health. Et donc l'approche One Health, une seule santé, c'est une approche multisectorielle, une approche intégrée, une approche fédératrice qui a pour mission d'assurer la synergie, la complémentarité des actions des secteurs en charge de la santé humaine, la santé animale et de l'environnement en vue d'assurer la prévention, la détection précoce et la riposte à temps des événements de santé publique qui émergent à l'interface entre les animaux, les humains du moins, les animaux et les hommes. En des termes encore plus de façon, ça n'est pas très long, je dirais que l'approche One Health, une seule santé, c'est une approche qui vise à faire en sorte que les humains, les animaux et avec l'environnement ou l'écosystème dans lequel ils vivent du moins, et tout soit en bonne santé. Et cela passe par une synergie, une complémentarité des actions et des ressources et des différents secteurs concernés. Merci. Professeur Tarnagda, rappelez-nous l'historique du concept One Health dans le monde en général et particulièrement dans notre pays. Ok, merci bien Adia Maïmouna Dao.
Vraiment, nous avons l'opportunité de déplucher sur le One Health, une seule santé. Mais il faut savoir que tout concept a son historique. Et l'historique de One Health part depuis l'Antiquité pour venir dans les années de Jésus-Christ. Et après, nous avons le monde contemporain. Et nous pouvons dire que cette stratégie, le concept One Health a existé depuis l'Antiquité, 300-400 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate qui traitait déjà l'anthrax, le charbon bactérien, qui est une maladie qui est connue de tous. Et ensuite, il y a Galien qui, à Pergame, soignait aussi surtout les empereurs. Il soignait tous ces savants-là, tous ces médecins, tous ces agents de la santé soignaient et les animaux et les humains en même temps. Alors, dans le monde contemporain, encore bien avant à la Renaissance, au XVe siècle, il y a Claude Bourgelat qui a créé la première école vétérinaire à Lyon au XVe siècle. Et dès qu'il a formé les vétérinaires, vraiment les vétérinaires travaillaient de mèche avec les médecins. Maintenant, dans ce monde contemporain, en 2000, ce concept a réémergé. Je dis qu'il a réémergé, notamment aux États-Unis. Voilà pourquoi l'appellation One Health en anglais, une seule santé en français. Alors, mais en 2007, il y a eu une alliance tripartite de l'OMS, de l'OMSA et de la FAO qui ont en tout cas essayé de signer un mémorandum. Ils se sont associés le programme des Nations Unies pour l'environnement et en 2021, un mémorandum a été signé et c'est devenu une alliance quadripartite et pour que le One Health soit implémenté. Au Burkina Faso, comme l'a dit le SE, en 2019, on a vu la naissance de la programme nationale de la coordination pour le One Health et on a vu aussi la naissance d'associations qui travaillent au niveau des communautés pour vraiment implémenter et mettre en œuvre l'approche One Health. Okay. Docteur Yaméo, comment est mise en œuvre cette approche One Health au Burkina Faso? Et merci Madame Dao. Il faut dire que l'approche One Health, une seule santé, est mise en œuvre au Burkina Faso à travers la plateforme nationale de coordination One Health. Et cette plateforme a été créée en 2019 à la suite de concertations entre les acteurs des différents secteurs ministériels, mais également avec les partenaires techniques et financiers. Ce qui aboutit à la création de la plateforme nationale de coordination One Health à travers un décret qui a été pris en Conseil des ministres en 2019. Et ce décret précisait les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la plateforme. À la suite de ce décret, un arrêté interministériel a été pris en 2020 et pour préciser les attributions et la composition, l'organisation et le fonctionnement des organes de la plateforme nationale de coordination One Health. Et donc, la plateforme nationale de coordination One Health a 6 organes qui sont les suivants. Le premier organe, c'est le Conseil national One Health. C'est l'organe suprême dont la présidence est assurée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Et cet organe se réunit une fois par an. Et cet organe s'est réuni cette année en session ordinaire. Il peut y avoir des sessions extraordinaires. Et cet organe, Conseil national, a pour but d'édicter les grandes orientations en rapport avec le règlement sanitaire international et en rapport avec le code sanitaire des animaux terrestres. Mais également, autre organe, deuxième organe, c'est le comité technique de pilotage One Health. Le comité technique de pilotage One Health, qui est le deuxième organe, c'est une structure technique de coordination entre les sessions du Conseil national One Health. Et sa présidence, le comité technique de pilotage One Health, sa présidence est assurée de façon tournante tous les 2 ans entre les ministres en charge de la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Et actuellement, la présidence est assurée par Monsieur le ministre de la Santé. Et le troisième organe, c'est le secrétariat technique One Health, qui est un organe exécutif et qui est chargé de la mise en œuvre des actions de la plateforme et de suivre l'exécution des décisions issues du Conseil national One Health et du comité technique de pilotage One Health. Et le quatrième organe, c'est les points focaux nationaux et les points focaux ministériels, qui sont au nombre de 5, qui sont au niveau des différents ministères et qui assurent une liaison permanente ou une interface entre les ministères et la plateforme à travers le secrétariat technique One Health. Le 5e organe, c'est les commissions thématiques. Elles sont au nombre de 7 et elles œuvrent, ces commissions thématiques-là, dans les différents domaines techniques du règlement sanitaire international.
Et le dernier organe, le sixième organe, excusez-moi, ce sont les comités déconcentrés, qui sont des démembrements de la plateforme au niveau des régions, des provinces et des départements. Donc le One Health doit être mis en œuvre jusqu'au niveau région, province et département. Ça ne doit pas se limiter uniquement au niveau central. Voici les organes de la plateforme. Merci. Docteur Ouédraogo, quelle est la place de l'approche One Health dans la protection sanitaire de façon globale? Alors, merci bien, madame. Je voudrais d'entrée de jeu rappeler que la santé, c'est un concept global qui n'est pas seulement le fait de la présence de maladies. Et pour pouvoir y arriver, l'Organisation mondiale de la santé a très tôt édicté des règles qui permettent de prendre en compte toutes les préoccupations, tout ce qui peut être risque pouvant aboutir à des problèmes de santé pour l'humain. Et c'est ce que Dr Amigo disait tout de suite et qui s'appelle le règlement sanitaire international. Il faut se dire que pour que ce règlement sanitaire international puisse bien fonctionner, on a besoin d'une meilleure collaboration entre les acteurs. Et comme ça a été dit au fil du temps, dans certains pays où ils ont été confrontés à des flambées épidémiques, une hausse du nombre de cas de maladies assez complexes en termes de rythme d'évolution et de propagation au sein des populations, ils ont cherché des solutions pour que la collaboration entre les acteurs puisse se renforcer. C'est par là qu'aujourd'hui, toute la quadripartite insiste sur le fait qu'il y ait cette collaboration à travers l'approche One Health. Donc c'est une approche qui vient aujourd'hui renforcer la collaboration entre les acteurs, mais aussi faciliter les capacités à affiner la détection des problèmes de santé, leur résolution dans la globalité, mais surtout et surtout l'instauration de mesures ou de politiques publiques qui protègent globalement les populations contre non seulement les maladies qui surviennent rapidement, qu'on appelle les épidémies, mais également d'autres problèmes qui peuvent survenir plus tard du fait des risques liés à l'interaction entre l'homme et puis son écosystème. On a parlé ici des aliments, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Mais c'est vraiment tous les aspects que cela, en tout cas, devrait permettre d'aborder. Et au niveau opérationnel, normalement, si l'approche est très bien faite, sans filtre, on a une meilleure collaboration entre les acteurs pour pouvoir vraiment investiguer l'ensemble des phénomènes et apporter en tout cas les orientations les plus pertinentes aux décideurs pour que ça puisse aussi marcher. Il y a aussi des questions de rationalité dans cette question de protection sanitaire globale à travers la mise en œuvre effective de l'approche. Docteur Savadogo, parlez-nous de l'apport de cette approche dans la surveillance des maladies et l'utilisation qui en a été faite jusqu'ici lors des différentes réponses aux urgences de santé publique. Merci bien, Madame Daou. Je voudrais d'abord, comme les prédécesseurs, vous remercier pour l'invitation et profiter également aussi à remercier en tout cas toute ma hiérarchie au niveau du ministère en charge des ressources animales, qui en tout cas m'a autorisé à prendre part à cette importante émission qui va nous permettre d'échanger sur une thématique qui intéresse beaucoup de secteurs. Tout à fait. Et je m'en voudrais d'entrée de jeu de ne pas en tout cas rappeler les actions que nous, au niveau de notre direction, nous menons en lien justement avec cette question de One Health. La direction de la santé animale, qui est une direction technique au niveau de la direction générale des services vétérinaires, nous sommes en charge de la conception et la mise en œuvre de la politique nationale en termes de santé animale et de santé publique vétérinaire. Et à ce niveau, il y a principalement 3 éléments qu'il faut qu'on prenne en compte. Le premier élément, c'est la santé animale. À ce niveau, je pense que c'est revenu dans les précédentes interventions, nous nous occupons de tout ce qui est prévention. Prévention des maladies animales et également d'autres maladies qui peuvent avoir un impact sur la santé des populations, mais également les questions de surveillance épidémiologique. Ça, c'est très important pour nous permettre de détecter à temps ces menaces-là. Mais un autre élément à prendre en compte, c'est lorsqu'il y a
le danger qui est de là, nous mettons en œuvre en tout cas un certain nombre d'opérations pour contenir l'épidémie. Et le deuxième axe qui est important, c'est la santé publique vétérinaire. À ce niveau, c'est beaucoup plus prendre en charge les menaces qui sont liées à la santé animale, mais à un certain moment qui peuvent en tout cas avoir un passage et créer une menace au niveau de la santé des populations. Ça, c'est très important à prendre en compte. Sinon, vous avez l'exemple de certaines maladies qui peuvent passer par les aliments pour toucher les humains, mais il y a également d'autres aspects comme des résidus de médicaments qui peuvent également passer au niveau de ces produits d'origine animale pour créer des soucis de santé chez les humains. Il est très important également de prendre en compte la question des médicaments. Parce que nous utilisons beaucoup les médicaments pour la prophylaxie, mais également pour les traitements. Et l'utilisation de ces médicaments doivent en tout cas se faire en tout cas dans des conditions qui sont prévues pour éviter qu'il n'y ait un impact non seulement sur l'environnement, mais également sur la santé publique. C'est pourquoi, en tout cas par rapport à votre question, l'apport de cette approche au niveau de la surveillance, ça a été dit, l'approche One Health prend en compte 3 segments qui sont importants pour protéger la santé publique. Il y a le premier élément, c'est la prévention. Le deuxième élément, c'est la détection, mais nous avons également un troisième pilier qui est la riposte. Au niveau de la prévention et la détection, un élément clé, effectivement, c'est la surveillance. Et pour surveiller, nous avons besoin d'un certain nombre d'outils. Au niveau du Burkina, depuis la mise en œuvre justement de cette approche One Health, nous essayons de mettre en place des outils qui permettent à nos acteurs au niveau de la santé animale, à ceux qui sont au niveau de la santé humaine, mais également ceux qui sont au niveau de l'environnement, pour que lorsqu'ils vont collecter l'information qui est liée à la menace, qui en tout cas l'information qui va être collectée puisse être une information qui est exploitable pour la prise de décision afin de permettre non seulement à un seul secteur de prendre la décision, mais également aux autres secteurs de pouvoir prendre la décision pour prendre en charge de manière, je dirais, concertée, en tout cas, les problèmes de santé publique. Je voudrais prendre un exemple très précis. Je vous en prie. Nous avons eu récemment un foyer de rage. Vous savez que la rage est une maladie qui se transmet entre les animaux, notamment les chiens essentiellement, et les humains en cas de morsure. Ce qui a été fait, nous avons, sous la houlette justement du secrétaire technique, mis en place une investigation conjointe. Donc les équipes au niveau de l'environnement, la santé animale, la santé humaine ont été sur le terrain pour collecter l'ensemble des informations. De retour, cette approche, cette investigation conjointe, je dirais, a permis de collecter des données et lorsque l'équipe est venue faire la restitution, ça a permis au niveau des différents secteurs de prendre des décisions et ça aboutit, au niveau de la santé animale, à faire en sorte que tous les animaux qui potentiellement peuvent avoir la maladie au niveau de la localité puissent être vaccinés. Donc une bonne prise en charge pour éviter justement la propagation de la maladie et la contamination des personnes. Parallèlement, au même moment, au niveau de la santé humaine, des opérations en tout cas des actions ont été prises pour permettre justement que toutes les personnes qui sont aux alentours et qui peuvent être en risque de transmission puissent être vaccinées. Donc c'est pour dire que c'est très important et voici un apport concret de la mise en œuvre de cette approche-là dans le cadre de la surveillance. La surveillance. De la zoonose, de la tuberculose et bien d'autres maladies parasitaires détectées sur des animaux à l'abattoir frigorifique de Ouagadougou. Des réalités qui posent avec persistance la santé des aliments au Burkina Faso. Une santé alimentaire qui est aujourd'hui le combat ultime de l'association One Health et bien d'autres partenaires. Au regard de certains comportements, la fin de ces maladies n'est pas pour demain, mais tous les acteurs pensent qu'il serait mieux de continuer la sensibilisation pour des aliments sains en vue de procurer une santé durable aussi bien aux animaux qu'aux hommes. Quelles sont les implications des acteurs pour garantir la santé des populations? Comment se mène le processus d'abattage des animaux? Y a-t-il une prise en compte de l'hygiène? La réponse dans ce dossier signé Bernard Kombelem et Moussa Ki. Il est 22h à l'abattoir frigorifique de Ouagadougou. Des hommes sont en plein travail. Ici, l'abattage d'un animal obéit à un processus. D'abord, les bêtes sont parquées ici.
Elles sont ensuite conduites dans un coin pour les saigner avant d'enlever la peau. Tout ce processus-là est fait pour d'abord respecter ce qu'on appelle la marche en avant, qui est un des piliers, le premier pilier même d'un abattoir. La marche en avant qui permet vraiment d'éviter beaucoup de contamination et aussi l'abattage suspendu des animaux. Quand vous constatez presque tous les abattages qui sont réalisés, les animaux sont suspendus. C'est pour éviter le contact entre la peau et la chair de l'animal, parce que la peau peut regorger plusieurs bactéries. Après cette étape, les vétérinaires sont aux aguets. Le volet inspection est bien pris au sérieux. Toucher les organes de l'animal, comme le foie, le poumon, pour détecter toute suspicion de maladie. L'inspection consiste à observer les différentes liaisons, afin de détecter les pathologies qui sont communes à l'homme et à l'animal, ainsi de les retirer du marché, c'est-à-dire les maladies zoonotiques. Nous avons suspecté 2 cas de tuberculose que nous avons consignés afin de le voir demain matin, de faire une inspection, voir quelle est la faisabilité, c'est-à-dire ça sera une saisie partielle ou bien une saisie totale de la carcasse. Les carcasses inspectées et déclarées propres à la consommation sont conduites dans les chambres froides de 2 à 4 degrés. D'autres sont conduites sur le hall pour être transportées en ville. De la viande fraîche que bon nombre de Burkinabés aiment tant. Pour les bouchers, le processus d'abattage des animaux est fort appréciable. Mais le transport de la viande demande encore des moyens. Le transport de la viande, ça a un souci. Généralement, c'est les deux roues que nous transportons de la viande. Tout récemment, la SODEAO a mis à la disposition de quelques bouchers de tricycles adaptés pour le transport de la viande. Il y a certains tricycles qui transportent de la viande, y compris quelques camionnettes personnelles qui transportent de la viande pour les lieux de découlement. Nous sollicitons qu'ils aient toujours l'augmentation des tricycles parce qu'on en a, mais ce n'est pas beaucoup pour le transport. Là, on aura à sensibiliser nos gens pour le transport. On a 7 tricycles ici. Et les 5 sont là, et les 2 sont ailleurs. La saisie de ces carcasses de viande de bœuf et l'utilisation de certains produits chimiques viennent poser la question de la résistance aux antimicrobiens. Production, conservation, consommation. Aucune étape n'est à l'abri des infections. Une réalité conçue aujourd'hui par les spécialistes comme un véritable problème de santé publique auquel les acteurs de One Health essaient d'apporter des solutions. À un certain moment, il était important pour des secteurs comme la santé humaine, la santé animale, l'environnement, l'agriculture, de se mettre ensemble pour contrer certaines crises sanitaires. Et donc, c'est là qu'est né le One Health. Et donc, le One Health a plusieurs implications dans plusieurs domaines, et donc la résistance antimicrobienne. Nous avons des activités comme la formation, la sensibilisation et également la promotion de l'approche One Health. Et autour de ces activités, nous avons 4 axes. Et le premier axe, c'est les zoonoses, qui sont des maladies transmises à l'homme et aux animaux et vice-versa. Ensuite, le deuxième axe, nous avons la résistance aux antimicrobiens. Et là, c'est pour faire connaître à la population que l'automédication est nuisible pour leur santé. Et ensuite, nous avons la sécurité sanitaire des aliments. À la sensibilisation s'ajoutent des conseils de spécialistes. Pour Dr Michel Ramba, la bataille pour la propriété des aliments est une affaire de tous. Pour agir, il faut réduire les infections.
Donc, et cela passe par l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène. Et donc pour cela, il faut prévenir les infections avec des pratiques comme le lavage des mains, l'hygiène des mains, l'hygiène lors de la préparation des repas. Il faut également avoir des rapports sexuels protégés. Il faut améliorer l'accessibilité à l'eau potable. Il faut également se faire vacciner, il faut avoir son calendrier vaccinal à jour. Et donc tout ça c'est pour faire de la prévention de l'infection. Il faut également utiliser de façon responsable les antimicrobiens. Mais en attendant, les acteurs invitent la population à la prudence et à s'assurer de la qualité des aliments. Cela en prenant le temps de voir la marque d'inspection des vétérinaires en ce qui concerne la viande. Il les invite également à toujours avoir à l'esprit des gestes importants dont le lavage des mains, des actions à intégrer dans nos quotidiens pour être à l'abri des infections. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Professeur Tarnagdal, les menaces pour la santé publique sont de diverses natures. Quels sont les axes d'intervention de l'approche Une seule santé? Ok. Merci bien. L'approche Une seule santé a 4 axes principaux que sont les zoonoses, la sécurité sanitaire des aliments, les résistances aux antimicrobiens et les perturbateurs endocriniens. En ce qui concerne les zoonoses sont des maladies qui se transmettent naturellement des animaux vertébrés aux humains et vice-versa. Ça veut dire que l'animal peut transmettre, l'homme aussi peut transmettre. Si je prends l'exemple de la tuberculose, le bouvier qui garde les bœufs, s'il a la tuberculose, dès qu'il tousse, il va émettre ces germes qui peuvent en tout cas infecter les bovins et les animaux auront la tuberculose. Pour la sécurité sanitaire des aliments, vous avez vu tout à l'heure à l'abattoir, il faut quand même une sécurité. Il ne suffit pas d'aller acheter 200 francs de viande pour aller acheter 20 000 francs de médicaments pour se soigner. Donc ça c'est très important à tous les niveaux, à toutes les chaînes de ce circuit. Il faut qu'il y ait des inspections, il faut que ça soit vraiment salubre. Quant à la résistance aux antimicrobiens, nous savons que en Afrique, l'Afrique est le dépotoir de tous les médicaments, il faut le dire. Les gens vendent même à même la rue et ils ne veulent pas aller en pharmacie parce qu'ils pensent que c'est très cher et les gens font de l'automédication. Alors, au niveau des animaux, les gens mettent des poudres d'antibiotiques même dans les aliments des animaux pour prévenir. Et ce sont les mêmes antibiotiques que chez les humains et ce qui va créer donc des résistances. Donc là aussi, il y a un droit de regard, sinon c'est tant pis pour nous. Alors enfin, nous avons les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est pesticides, herbicides, tout ce qui est terminé par id là, ce sont des substances chimiques ou en tout cas des éléments radiologiques qui peuvent détruire tout au passage. Alors, si vous voyez que l'herbe, on cultivait avant et maintenant on met des produits pour que ça sèche, ça peut dessécher aussi le sol, ça peut être nocif. Et surtout, c'est la femelle gestante, la femme enceinte. Vous savez que le fœtus, à l'origine, a les 2 sexes. Et ce sont les hormones qui sont des substances qui vont orienter la croissance de l'organe sexuel. S'il est prédisposé pour être un garçon, ce sont ces hormones-là qui vont faire de lui finaliser son état de mâle. Si c'est pour la femme, c'est la même chose. Maintenant, si l'hormone est orientée dans le sens opposé, au lieu de quelqu'un qui est prédisposé pour être un homme, alors, il a un développement vers le sexe féminin. Ça ne sera pas bien. C'est ça qui nous amène des hybrides et toutes les aberrations que nous voyons dans ce monde-là. Alors, donc, vraiment, ce sont les 4 axes. Et tout de suite, le SE a parlé de 7 thématiques. Et ces thématiques se retrouvent dans ces 4 axes-là. Et nous devons nous attaquer à ces axes-là si nous voulons un bien-être pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l'environnement. Je vous remercie. Docteur Ouedraogo, quels sont les secteurs clés qui sont concernés par cette approche une seule santé dans le contexte du Burkina Faso? Alors, pour vraiment pouvoir couvrir ces 4 axes que le professeur vient de dire tout de suite, il y a
4 secteurs ministériels qui sont les fers de lance. Ça ne veut pas dire que le travail se limite seulement au niveau de ces 4 secteurs ministériels. Nous avons le ministère de la Santé humaine, le ministère en charge de la santé animale, le ministère en charge de l'environnement et le volet qu'on aime préciser, c'est le ministère en charge de la recherche qui joue un rôle très important dans l'analyse des données et de tout ce qui est produit comme connaissance pour le transformer en note politique, en proposition aux décideurs et aux acteurs de politique publique. Et ça, c'est vraiment l'aspect, je dirais, au niveau national, assez bureaucratique. Mais je pense que le SE vous l'a bien expliqué. Le but du One Health, ce n'est pas seulement qu'on se retrouve à Ouagadougou, échanger ensemble ou encore dans des salons feutrés, mais c'est qu'au niveau opérationnel, lorsque vous avez de façon concrète un problème ou une maladie qui se pose, qu'un district sanitaire, une direction provinciale en charge de la santé animale ou ceux qui sont en charge de l'environnement, ils puissent se parler, utiliser des outils que chacun maîtrise, avoir aussi des compétences harmonisées. Et entre parenthèses, nous avons depuis 2016 des formations en épidémiologie de terrain qui essaient d'intégrer l'ensemble de ces secteurs pour qu'ils puissent parler le même langage. Donc tous ces acteurs devraient pouvoir aller mener des actions sur le terrain et travailler aussi avec les communautés sans que les communautés n'aient l'impression que on fait du va-et-vient et qu'on se marche sur les pieds. Donc c'est vraiment tous ces secteurs-là qui, en tout cas, devraient pouvoir travailler ensemble en mettant la communauté au cœur de leur action. Docteur Yameo, quels sont les objectifs de la plateforme et comment elle est organisée pour atteindre les objectifs fixés? Ok, merci Madame Dao. Et les objectifs de la plateforme nationale de coordination One Health, c'est entre autres comme objectif général, c'est de coordonner de façon la réponse multisectorielle, coordonner de façon l'ensemble des départements concernés pour que nous puissions assurer la prévention, la détection précoce et la réponse adaptée aux événements de santé publique qui émergent à l'interface entre les humains, les animaux et l'environnement. Et de façon spécifique, et c'est entre autres de pouvoir mutualiser les ressources dont nous disposons pour assurer la surveillance, la notification et la réponse adaptée aux différents événements de santé publique. Et également de pouvoir réduire la charge de morbidité et de mortalité. La morbidité, c'est en rapport avec la maladie et la mortalité, c'est en rapport avec le décès. Réduire ces charges-là en rapport avec les maladies, notamment c'est les maladies zoonotiques qui se transmettent de l'animal à l'homme et vice-versa. Ces maladies-là, leur prise en charge nécessite une approche multisectorielle, une approche One Health. Mais également, c'est de renforcer de façon générale la coordination multisectorielle. Et pour l'ensemble de ces objectifs, pour que nous puissions les atteindre, il faut une complémentarité et une synergie d'action de l'ensemble des organes de la plateforme pour que nous puissions atteindre les objectifs que je viens de citer. Donc, nous avons au niveau des organes, nous avons 6 organes et tous les organes doivent travailler pour que nous puissions atteindre les objectifs au niveau de la plateforme nationale de coordination One Health. Merci. Docteur Sawadogo, c'est quoi les zoonoses? Et est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de réalisation concernant les zoonoses? D'accord, merci bien. Je pense que dans une intervention précédente, en tout cas, on a expliqué que les zoonoses sont ces maladies qui peuvent être causées par, comment on appelle, divers agents. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ça peut être également des parasites qui peuvent passer naturellement des animaux vertébrés, ça c'est très important, des animaux vertébrés vers les humains et vice-versa. Parce que autant les animaux peuvent faire passer la maladie chez les humains, autant une personne qui a la maladie peut aussi faire passer la maladie chez les animaux et ça crée justement un cercle vicieux. Et donc, ces maladies peuvent également les modes de contamination peuvent être divers. Nous avons tout à l'heure suivi l'exemple de l'inspection au niveau de l'abattoir. C'est dire que la viande constitue également un support qui peut faire passer en tout cas ces agents pathogènes zoonotiques et qui peuvent créer des problèmes de santé chez les humains. Au-delà de la viande, nous avons d'autres produits d'origine animale comme le lait, comme les œufs,
que nous aimons en temps, alors que si, en tout cas, ça n'a pas été produit dans des conditions sanitaires, transformé dans des conditions sanitaires et distribué également dans ces conditions sanitaires qui respectent, disons, en tout cas, tout ce qui est prérequis en matière de protection de la santé publique, ça peut causer des maladies chez les humains. Il faut le dire, en matière d'apport de cette approche au niveau de la lutte contre les zoonoses, il y a plusieurs actions qui ont été menées depuis la mise en œuvre de l'approche initiale santé. Je peux prendre un exemple très rapidement comme pour la lutte contre la rage. Pour la lutte contre la rage, les différents secteurs qui sont concernés, santé animale, santé humaine, environnement, et au-delà, beaucoup d'autres secteurs. Il a parlé tantôt des communautés. C'est très important que dans la lutte contre les maladies, on implique, en premier chef, en tout cas, ces bénéficiaires qui sont les communautés, pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire. Ça leur permet d'adhérer, en tout cas, à l'ensemble des procédures mises en place. Donc, nous avons ensemble travaillé à mettre en place un certain nombre de procédures. Des procédures qui permettent que lorsqu'il y a un problème de rage qui intervient, que tous les acteurs qui sont impliqués en fait dans la prise en charge, chacun sache exactement ce qu'il doit faire. Voilà, que ce soit en termes de vaccination, que ce soit en termes de gestion des foyers, en termes de collecte des données, nous avons mis en place des procédures sur ça. Il y a également les investigations conjointes dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure sur la rage, mais ça concerne également d'autres maladies zoonotiques. Parce qu'il faut le rappeler que pour justement cette question d'engagement multisectoriel au Burkina, en 2017, il y a un travail préalable qui a été réalisé et qui a permis d'identifier des communs accords entre les 4 ministères sectoriels justement le DPSP a évoqué. Donc, les différents acteurs se sont retrouvés et ont défini de commun accord 5 zoonoses prioritaires pour permettre vraiment à tout le monde de travailler autour de ça, pour qu'on développe l'approche et faire en sorte que peut-être avec le temps, on puisse mettre ça à l'échelle pour prendre en compte tout ce qui est problème de santé, santé publique. Un autre élément important, c'est la mobilisation même des ressources. Parce que nous avons vu que lorsque les différents secteurs se sont mis en place, ont développé en tout cas les compétences au niveau de la collaboration. Ça a permis par exemple au Burkina de compétir pour mobiliser des ressources à travers un projet. Et je pense qu'au niveau de l'Afrique, tous les pays qui ont postulé, il n'y a que seulement 4 pays dont le Burkina, en tout cas qui a bénéficié de ces financements au niveau mondial, qui est le Pandemic Fund. Et aujourd'hui, ça, on le met en œuvre justement pour renforcer les capacités dans le domaine de la surveillance, dans le domaine des ressources humaines, mais également dans le domaine des laboratoires pour permettre que lorsque nous avons des risques, que les laboratoires pour nous permettre de détecter ça rapidement afin de prendre les décisions qui sied. Et un dernier élément que je souhaiterais également évoquer, c'est la prévention. Je pense que depuis l'arrivée du One Health et qui a mis en exergue la question des problèmes de santé qui peuvent intéresser en tout cas les différents secteurs, il y a beaucoup plus d'engagement, je dirais, en tout cas au niveau des différents acteurs. C'est nous, au niveau du ministère de la Santé animale, en charge de la santé animale, et un élément important, c'est par exemple la vaccination. Cette année, le gouvernement a pris la responsabilité que tout ce qui est vaccination au niveau des maladies animales et qui touchent les zoonoses, notamment la rage et les charbons bactériens, ces 2 maladies-là sont vaccinées de manière gratuite au bénéfice des populations. C'est pour permettre que, en tout cas, ces maladies ne constituent plus désormais un danger en matière de transmission aux humains, parce que bon, vous savez quelle est la proximité, en tout cas dans nos conditions, dans les communautés rurales, quelle est la proximité entre les animaux et les personnes. Vous allez voir même souvent des gens qui ont, je dirais même, qui ont tendance à dormir à côté même des animaux. C'est beaucoup de risques et donc décision a été prise. Puis on vaccine gratuitement contre ces maladies. Ok, docteur Ouyameougou, pouvez-vous nous citer une réalisation dans le domaine des résistances aux antimicrobiens? Ok, merci. Il faut dire que la résistance aux antimicrobiens, en abrégé RAM, constitue une préoccupation, un problème de santé publique au niveau mondial du fait que les germes deviennent de plus en plus résistants aux médicaments qui ont été conçus pour les neutraliser. Et donc c'est une préoccupation majeure, problème de santé publique mondiale. Et au niveau du Burkina Faso, il y a des réalisations qui ont été effectivement faites pour faire face à cette résistance aux antimicrobiens.
Et entre autres réalisations, nous avons un plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. C'est un plan stratégique sur la période 2024-2026 qui est en cours de mise en œuvre, qui est disponible. Nous avons également un plan de communication sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et sur la période 2024-2026 qui est disponible. Nous avons également, pour faire face à cette résistance-là, mis en place des sites sentinelles, et notamment des laboratoires qui ont été identifiés, et au niveau des sites bien déterminés comme sites sentinelles, pour assurer la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Il y a 22 laboratoires, 22 sites sentinelles. Nous avons également, cette année, pu tenir un symposium national pour réfléchir sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Ce symposium a permis d'échanger sur les défis et les perspectives de cette lutte-là, dans un contexte de nouvelles épidémies qui apparaissent et dans un contexte également de défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Nous avons également prévu cette année tenir, entre autres, la semaine nationale de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Cette semaine nationale doit se tenir d'ici la fin du mois. Et donc voici entre autres réalisations dans le cadre de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Et la liste n'est pas exhaustive. Merci. Et sur le plan animal, docteur Savadogo, qu'est-ce qui a été réalisé en matière de résistance aux antimicrobiens? Merci bien. Et c'est vrai que nous sommes, étant justement dans cette approche collaborative, la plupart des éléments que le secteur exécutif a évoqués concernent également la santé animale. Mais de manière spécifique, je vais ajouter peut-être quelques éléments, notamment au niveau du ministère en charge des ressources animales, nous avons mené un certain nombre d'activités pour renforcer la prise de conscience des communautés, des éleveurs, en tout cas sur les risques d'émergence de cette menace de santé publique. Donc, ce qui a été fait, nous avons sensibilisé les éleveurs et les leaders communautaires sur les bonnes pratiques d'élevage, notamment en intégrant un élément important qui est la biosécurité. Parce que le plus souvent, étant donné que cette question de biosécurité, l'hygiène, manque dans nos pratiques d'élevage, les gens ont tendance à combler ces manques d'hygiène qui favorisent en fait l'émergence, le développement des bactéries, des virus qui contaminent les animaux. Donc les gens ont tendance à mettre en avant ce qu'on appelle l'antibioprévention. Donc on met les antibiotiques en masse pour prévenir en tout cas l'apparition de ces maladies chez les animaux. Malheureusement, cette pratique-là conduit généralement à l'accumulation de résidus des médicaments chez les animaux et lorsqu'il y a passage à travers les aliments que les humains vont consommer, que ce soit le lait, la viande ou les œufs, donc nous pouvons ingérer également ces résidus et malheureusement, si ça s'accumule et que ça sensibilise ces agents pathogènes avec lesquels nous vivons de manière naturelle, un jour on peut avoir justement une maladie en tout cas qui est causée par les mêmes agents pathogènes. Malheureusement, on se retrouve à l'hôpital et on n'a pas un médicament qu'on prescrit qui soit efficace. Imaginez par exemple quelqu'un qui va faire une intervention chirurgicale, qui arrive à l'hôpital, on fait l'intervention chirurgicale. Vous savez que lorsqu'on fait la chirurgie, le plus souvent on fait en tout cas la prévention avec un certain nombre d'antibiotiques. Malheureusement, si ces antibiotiques ne sont plus efficaces, ça pose un problème sérieux pour la prise en charge de ces cas. Un autre élément important, nous avons aussi procédé à l'élaboration et à la diffusion des directives auprès en tout cas de toutes les structures déconcentrées depuis le niveau régional jusqu'au niveau départemental pour permettre de mener un certain nombre d'actions sur le terrain afin de prévenir en tout cas l'utilisation abusive de ces médicaments qui peuvent constituer en tout cas un danger pour la santé publique. Professeur Tandagda, on a parlé de résistance aux antimicrobiens. Il y a également les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Oui, pour les perturbateurs endocriniens qui vraiment menacent beaucoup plus, moi je veux le dire, il y a par exemple le comité sahélien des pesticides qui regroupe les pays comme le Burkina, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Et qui, chaque année, essaie de passer au pain fin tout ce que nous appelons pesticides. Et ces pesticides sont donc étudiés et homologués par des comités
Et en décembre 2023, il y a eu une liste qui a été dressée. Si ces pesticides-là ne sont pas homologués, ces pesticides ne peuvent pas être vendus ou utilisés dans les pays que je viens de citer. Il y a également au niveau de l'UEMOA un comité régional de médicaments vétérinaires qui, en tout cas, donne les autorisations de mise sur le marché. Et les dossiers sont étudiés au pain fin. Et si ça ne respecte pas tout ce qu'il y a comme normative recommandée par la commission de l'UEMOA, le médicament ne peut pas être commercialisé dans l'espace UEMOA. Au niveau de la santé, au niveau des ministères des États, il y a des commissions aussi qui enregistrent les médicaments et qui enregistrent tout ce qui est antimicrobien pour s'assurer que les effets adverses, pour s'assurer que leur utilisation est bien rationalisée. Donc, voici des actions et je pense que le ST1 Health a intérêt à aller vers ces structures pour peaufiner davantage et avec les associations aller à la base au niveau communautaire pour que tout le monde prenne conscience et ne pas consommer ce qui n'est pas bon, ce qui va nous créer beaucoup de problèmes de santé. Merci. Docteur Ouedraogo, toujours par rapport aux réalisations dans le domaine des perturbateurs endocriniens. Alors, dans le secteur de la santé humaine, ce que nous avons fait comme réalisation, et je dirais la principale, c'est surtout le développement de la surveillance transfrontalière. Il faut se dire que ce sont ces perturbateurs, et comme le professeur l'a dit, ce n'est pas nous qui produisons la plus grande partie, c'est importé, ça arrive. Et même si notre système de santé était très performant pour la santé humaine et que la surveillance était mise en œuvre beaucoup plus sectorialisée, il y a un certain nombre d'aspects dont nous n'avions pas en tout cas de recul là-dessus et les acteurs n'étaient pas trop impliqués. Donc à l'issue d'évaluations externes appuyées par des pairs venus en tout cas d'un certain nombre de pays, nous avons pu identifier en tout cas cette surveillance transfrontalière comme étant un gap et les acteurs pertinents ont été associés. C'est ainsi que ceux qui sont en charge de la question au niveau du ministère de l'Environnement assurent de plus en plus de sorties de façon conjointe avec ceux de la santé humaine, aussi ceux de la santé animale, pour que ces aspects-là puissent être appréciés au niveau des frontières. Il y a aussi de la sensibilisation qui est faite au niveau des acteurs qui travaillent au niveau de ces postes frontaliers que nous appelons points d'entrée pour ceux qui y travaillent. Et donc, vous avez par exemple tous les agents d'immigration, tous ceux qui sont par exemple des autorités locales. Il y a des efforts qui ont été faits pour les sensibiliser, de telle sorte que, au-delà de ces comités qui sont mis en place, que la détection puisse être faite au niveau des points d'entrée, que le filtre puisse être fait à travers, bien sûr, la disponibilité ou l'absence des documents exigés par le pays pour que ça rentre, mais aussi que les services compétents, tels que les différentes brigades mobiles, que ce soit au niveau de la douane ou du commerce, ou encore les laboratoires d'analyse, tels que l'ANSEAT, qui est l'ex-laboratoire national de santé publique, puissent s'auto-saisir et analyser un certain nombre de choses et vraiment nous donner une certaine sécurité en la matière. Et je pourrais dire enfin que l'utilisation à grande échelle au profit de la communauté a été, bien sûr, l'ensemble des conseils aussi donnés au ministère de la Santé lorsque nous avons voulu entreprendre des opérations de masse de pulvérisation dans un certain nombre d'espaces pour lutter contre la dengue dans notre environnement. Et on a vraiment lutté et pris conseil auprès d'autres secteurs pour que l'ensemble des produits que nous devrions utiliser puissent être des produits homologués qui, en tout cas, n'apportent pas de la nuisance, comme ça a été bien expliqué par le professeur. Et je pense que chacun aura constaté qu'avec le leadership de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, nous avons cette année moins de cas, mais aussi nous avons, en tout cas, à notre avis, quelque chose qui a été utilisé et qui est le plus rassurant sur le plan, en tout cas, de la sécurité physique pour les populations. Docteur Yameugou, il y a également beaucoup à faire et à dire dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Ok, merci. Comme l'a dit le professeur Zekiba, la sécurité sanitaire des aliments constitue un axe d'intervention dans le domaine du One Health et c'est une préoccupation. Et au niveau du Burkina Faso, il y a des réalisations qui permettent d'améliorer cette sécurité sanitaire des aliments. Et entre autres réalisations,
Nous avons par exemple au niveau du ministère de la Santé, nous avons l'ANSIAT, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé, qui contribuent à l'atteinte de cet objectif, la sécurité sanitaire des aliments. Nous avons également, et au niveau de notre ministère de la Santé du moins, nous avons la direction de la nutrition qui est dans ce domaine. Nous avons le secrétariat technique chargé de la multisectorialité pour la nutrition, qui même cette année a eu à tenir une rencontre de renforcement des capacités de Madame et Monsieur le gouverneur sur les procédures opérationnelles du plan national de gestion des urgences, de gestion de la sécurité sanitaire des aliments. Nous avons au niveau du ministère en charge de la santé animale, nous avons également des réalisations, comme nous avons une direction en charge de la santé publique vétérinaire et de la législation. Et cette direction a un service qui s'occupe de l'hygiène de l'industrie des denrées alimentaires d'origine animale. Au niveau du ministère, au niveau des départements en charge de l'agriculture, nous avons la direction de la protection des végétaux et du reconditionnement. Toutes ces entités, toutes ces structures œuvrent à l'atteinte de la sécurité sanitaire des aliments au profit de nos populations. Merci. Mais à ce stade de la mise en œuvre, quelles sont les réalisations de cette plateforme au Burkina Faso, de façon générale? Dr Yambego. Ok, merci Madame Dao. Il faut dire qu'à ce stade de la réalisation, comme il faut que je revienne là-dessus, la plateforme nationale de coordination One Health ne se substitue pas aux missions régaliennes des services et des structures, ni aux prérogatives des services et des structures. Et la plateforme, avec les organes, ont pour but de coordonner la mise en œuvre de l'approche One Health. Là où on doit agir suivant l'approche One Health, qui soit effectif à tous les niveaux. Et donc, comme réalisation de cette plateforme, nous avons les textes réglementaires qui sont disponibles et qui permettent à cette plateforme d'exister légalement et de fonctionner, notamment le décret, l'arrêté interministériel qui permet de définir les organes, leur composition, leur attribution. Nous avons également des textes réglementaires en rapport avec les comités déconcentrés, les démembrements de la plateforme au niveau des régions, des provinces et des départements. Et ces textes réglementaires-là sont signés pour certaines régions par Madame et Monsieur le gouverneur, mais il y a des régions où ça doit être signé. Donc, nous profitons de cette tribune pour faire le plaidoyer et pour que ces textes-là, ces arrêtés des comités déconcentrés soient pris et signés au niveau de toutes les régions, parce que c'était une recommandation du Conseil national One Health tenu au mois de mars sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier Chef du gouvernement. Nous avons également comme réalisation la plateforme électronique One Health. Cette plateforme électronique One Health qui parle de réalisation d'activités, parle de gestion des données. Et donc la plateforme électronique One Health, c'est une partielle du moins qui permet l'échange des données de surveillance en rapport avec les maladies d'intérêt commun entre les différents secteurs. Donc c'est une réalisation également. Nous avons les investigations conjointes. Mes prédécesseurs en ont parlé, les investigations conjointes qui ont été réalisées en rapport avec des maladies, notamment les zoonoses, qui nécessitent que ce soit des investigations réalisées ensemble avec plusieurs départements ministériels. Et ça concerne des maladies telles que le charbon, et la rage, la dengue, et bien d'autres, ou des événements inhabituels, tels que des mortalités inhabituelles de poissons dans des barrages, tels que des mortalités élevées de roussettes, de chauves-souris. Et tous ces événements et toutes ces maladies zoonotiques ont bénéficié d'investigations conjointes, soit à le niveau central, et c'est déporté avec une équipe multisectorielle, One Health, pour aller appuyer le niveau région, pour aller investiguer dans la zone concernée au niveau d'un département donné, ou bien parfois c'est le niveau région, de façon conjointe multisectorielle, c'est déplacé seul et pour aller mener l'investigation au niveau de la localité concernée. Et nous avons également, comme réalisation, les formations, d'autres a parlé du directeur de la protection de la santé de la population, et les formations en épidémiologie de terrain qui ont été réalisées, qui ont permis de regrouper en même temps des acteurs du ministère de la Santé, santé humaine, santé animale et environnement, pour les former sur la surveillance et la riposte. Et en théorie et en pratique. Et quand ils repartent sur le terrain, ça leur permet de travailler ensemble sur une approche une seule santé. Et nous avons également, au niveau du laboratoire, les acteurs ont été regroupés également. Nous sommes à la deuxième cohorte où les acteurs des laboratoires des différents ministères ont été regroupés pour être formés à la détection précoce des maladies suivant l'approche One Health. Donc voici des réalisations, et nous avons également le bulletin de santé publique que nous avons élaboré et qui permet de donner des informations sur le One Health et qui permet une appropriation de la mise en œuvre de cette approche au niveau de notre pays. Donc voici un ensemble de réalisations, mais la liste n'est pas exhaustive. Merci. Professeur Tarnagda, est-ce qu'il y a des organisations de la société civile qui vous aident dans la mise en œuvre de l'approche Une seule santé? Oui, il faut le dire, parce que si nous sommes devant vous aujourd'hui à cette émission, c'est grâce aux partenaires techniques et financiers, en partie. Mais vous savez que la communauté
à la base, n'a pas accès à ces émissions. La communauté, à la base, n'a pas accès aux amphithéâtres. La communauté n'a pas accès aux hôtels où nous faisons nos conférences, on fait les formations. Donc, il faut qu'il y ait un relais. Et ce relais-là, c'est les associations. Alors, c'est ainsi qu'en 2018, nous avons créé une association One Health, Burkina Faso, et qui doit diffuser sur tout le territoire burkinabé pour véhiculer tous les messages que nous avons sur le One Health. Alors, vous savez que l'approche One Health, si les communautés ne s'engagent pas, ce n'est pas vraiment un concept qui va se gérer seulement dans les hôpitaux, qui va se gérer seulement dans les cliniques, qui va se gérer seulement en ville. Il faut aller même dans le milieu rural pour que tout le monde comprenne que c'est une affaire de tous. Et cette association One Health comporte des médecins, des vétérinaires, des sociologues, des biologistes, des gardiens, c'est-à-dire des commerçants, tout court, des Burkinabés, toute la communauté. Il y a aussi l'association Rabi Free qui a été très active quand nous avons vu les cas de rage à Ouagadougou et hors de Ouagadougou et qui a œuvré. Il y a aussi une association qui, en tout cas, s'engage à lutter contre les résistants aux antimicrobiens et il y a d'autres qui vont naître. Et nous sommes encouragés et il faut encourager la naissance de ces associations, il faut les supporter et que les partenaires techniques et financiers aillent directement vers ces associations parce que c'est là même que se passe le One Health. Merci. Docteur Sawadou, vous êtes également appuyé par les associations des... Merci bien. Effectivement, comme le professeur l'a dit, les associations jouent un rôle important dans l'engagement communautaire. Parce que, au-delà du fait que nous ne pouvons pas peut-être les impliquer dans toutes les activités que nous menons au niveau lors des ateliers ou lorsque, en tout cas, on a des cadres formels pour discuter de ces préoccupations. Donc, les associations, lorsqu'elles sont à côté, elles sont actives, elles nous permettent de toucher plus facilement les communautés parce que, bon, c'est une question de proximité et de confiance, ça c'est de un, mais de deux, les associations ont un mode de fonctionnement qui, je dirais, qui nous permet d'éviter les lourdeurs administratives. Voilà, et qui permettent vraiment de toucher les communautés, de les écouter et de prendre en compte leurs propositions. Et cette manière de travailler leur permet également de rester en contact avec les autorités au niveau des différents secteurs à qui ils reversent les propositions et ça nous permet vraiment de pouvoir passer les messages, notamment en termes de sensibilisation au niveau des communautés. Et effectivement, au niveau de la santé animale, nous avons des associations qui nous aident, que ce soit dans le domaine de la lutte contre la rage. Nous avons également des associations qui nous permettent de mobiliser même nos structures, nos acteurs qui sont au niveau de concentré, qui nous permettent de les mobiliser et de permettre vraiment de travailler de manière étroite avec les communautés qui sont en tout cas dans ces localités. C'est dire en tout cas l'importance que ces structures-là jouent en tout cas en matière de prévention de la santé des maladies auprès des populations. Docteur Yamego, parlez-nous du financement, de la mise en œuvre de l'approche One Health. Ok, merci Madame Dao. Et l'approche One Health bénéficie de financement de diverses natures et l'un des premiers sources de financement de cette approche, de la plateforme nationale de coordination One Health, c'est bien sûr l'État à travers le budget de l'État. Et où on a les ressources humaines avec le personnel qui est utilisé, ce personnel qui est utilisé pour mettre en œuvre cette approche à tous les niveaux. Et avec les infrastructures en termes de bâtiments, avec le cycle roulant du moins, avec les équipements. Et donc le financement de l'État, c'est un financement qui n'est pas toujours estimé à sa juste valeur, mais c'est un financement qui est important. Et nous avons également comme source de financement, on a l'agence américaine pour le développement international, USAID, qui est appuyé à la mise en place de cette plateforme, à sa création, et qui continue d'appuyer. Mais nous avons, comme l'a dit le professeur depuis 2021, la quadripartite qui a été mise en place et qui a signé un mémorandum d'entente. Cette quadripartite, là, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale,
et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture du BIS. Et également, on a le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, on a les 4 qui se sont réunis pour constituer une quadripartite et qui ont signé un mémorandum d'entente pour améliorer la mise en œuvre de l'approche One Health au niveau des pays. Nous avons également le Centre de prévention et contrôle des maladies, CDC, aussi bien d'Atlanta que de CDC Afrique, qui appuie la mise en œuvre de cette approche au niveau des pays. Nous avons également le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, voilà, et UNICEF, qui appuie également la GIZ. Donc il y a beaucoup de partenaires, il y a des partenaires qui appuient, mais les appuis doivent être améliorés et renforcés pour permettre à cette approche-là d'être mise en œuvre de façon efficiente. Mais également, nous avons un financement, et le pays bénéficie d'un financement, le DSA, le directeur de la santé animale en a parlé, le Pandemic Fund, le Fonds de lutte contre les pandémies, qui est un appel à financement qui a été lancé en 2023. Et le pays a soumissionné, a été bénéficié de ce financement. Il doit être mis en œuvre sur la période 2024-2026 et ce financement, le pays a bénéficié de ce financement parce que ça a été une approche One Health qui a été utilisée pour la soumission. Et ce financement, sa mise en œuvre permettra de renforcer la mise en œuvre de l'approche One Health dans notre pays. Voilà, merci. Okay. Ça m'amène à poser cette question à Dr Ouédraogo. Quelles sont vos attentes par rapport à cette plateforme dans la dynamique globale de préparation et de riposte aux épidémies? Alors, merci bien. Je pense que depuis que nous sommes là, nous parlons de comment toute la collaboration doit se construire, comment les secteurs doivent pouvoir se parler, travailler de façon très prompte ensemble et surtout partager les informations ensemble, analyser les différents problèmes ensemble. Nos attentes, c'est véritablement que, au-delà de cette architecture que le pays a pu réussir au niveau stratégique, que le déploiement puisse être opérationnel et que les secteurs puissent se sentir vraiment, comme Dr Yamégo l'a dit, le SE, non pas des secteurs concurrencés par une plateforme mise en place pour faciliter la liaison, mais des secteurs qui, effectivement, s'ouvrent davantage pour qu'on ait l'esprit de multisectorialité. Quand vous prenez le niveau opérationnel, ceux qui travaillent à la base, il faudrait que de façon très prompte, l'infirmier puisse parler très aisément avec l'agent des eaux et forêts et que celui qui est à la tête, en tout cas, d'une structure d'animation de la santé animale puisse, sans avoir recours à une tierce structure que ce soit, avoir recours aux autres acteurs pour que le travail puisse se faire ensemble. Donc, c'est vraiment une attente de formalisation de cette collaboration à la base. C'est vrai que, comme ils l'ont dit, ce n'est pas des choses qui peuvent peut-être venir naturellement ou être comme dans certains pays où l'architecture administrative est telle que nous n'avons pas ces multiples sectorialisations. Ici, nous avons des budgets, nous avons des différences parfois en termes de partenaires, les visions peuvent aussi différer en termes de mise en œuvre de politiques publiques, mais tout compte fait pour pouvoir détecter, répondre à temps aux différentes épidémies, aux problèmes de santé majeurs critiques pour la santé des populations, il faut que ce travail puisse être fait ensemble. Nous avons également, depuis 2018, en tout cas un processus de planification multisectorielle que nous appelons le plan d'action national de sécurité sanitaire. Ce document donne les grandes lignes de comment le pays doit se renforcer dans 19 domaines thématiques qui sont promus à l'échelle internationale et qui devraient permettre de couvrir toutes les capacités pertinentes prenant en compte ce que nous voulons en tout cas comme capacité requise pour détecter tout événement de santé publique pouvant nuire en tout cas à la santé des populations. Et nous avons tenu l'exercice cette année sous le leadership des différents ministres. L'évaluation externe a été faite, nous avons réalisé une nouvelle planification. Le défi, c'est que l'État mette des moyens, c'est que les partenaires soient alignés sur les priorités que nous avons en tout cas identifiées, c'est que nous puissions également assurer une suivi conjointe pour que la synergie d'action permette que Saint-Franc puisse faire plus que ce que ça faisait avant. Et enfin, nous avons le compte rendu. Le compte rendu, c'est de dire aux populations ce que nous faisons. Nous avons insisté sur l'implication des communautés. Qui veut que les populations s'engagent doit aussi repartir dire à ces communautés ce qu'elles font pour elles et qu'elles font avec elles. Et donc, cette approche de One Health doit pouvoir permettre de montrer en tout cas à ces populations-là que nous ne nous préoccupons plus non seulement de l'expression
humaine des problèmes qu'ils ont, mais nous nous préoccupons de leur santé dans la globalité, comme ce que nous avons dit au début. C'est à ce seul prix-là que les populations se sentiront concernées par notre approche, mais aussi que nous aurons en tout cas envie de continuer le renforcement de cette plateforme qui, à notre avis, en tout cas, nous permet déjà de faire beaucoup de choses. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendre-Bego. Merci Maïmouna Dao. Monsieur Tibiri Tamboué est à Dédougou. Il aimerait comprendre pourquoi la section santé humaine de One Health est plus active et mieux coordonnée que celle de la santé humaine, enfin la santé animale et environnementale. Et pourtant, il est convaincu que la maîtrise des pathologies humaines est liée à celle de la santé de notre bétail et à celle de l'environnement. Monsieur Sitilé Landry Éric Sanon est en service à la direction régionale en charge de l'agriculture des Cascades, lauréat du prix Global One Health 2023 de la FAO. Il a plusieurs questions sur l'approche One Health au Burkina Faso. La première, quelles sont les principales maladies ou risques sanitaires que cette approche vise à prendre en charge? Ensuite, comment les professionnels de santé collaborent-ils avec les acteurs de l'agriculture et de l'environnement dans le cadre de l'approche One Health? Il pose la question parce qu'il a l'impression que les deux secteurs semblent souvent moins visibles que les secteurs de la santé humaine et animale. Et enfin, une autre question, quelles stratégies ont été mises en place pour opérationnaliser cette approche à l'échelle locale? On a l'impression, selon lui, que l'approche est principalement confinée au plan national, ce qui restreint l'application de certaines compétences au niveau déconcentré. Quels sont, selon vous, les obstacles à la mise en œuvre de cette approche One Health au niveau local au Burkina Faso? Est-ce que vous pouvez partager des exemples concrets de projets et de succès obtenus grâce à cette approche One Health? Madame Nikiema Rosalie nous a envoyé sa question de Ouagadougou. Elle précise qu'elle a 64 ans. Elle se demande si les enfants peuvent toujours manger les rats voleurs, la viande des rats voleurs, des margouillas, comme eux, ils le faisaient quand ils étaient petits, surtout dans une grande ville comme Ouagadougou. Est-ce qu'il y a des dangers ou est-ce que c'est permis? Voilà. Son autre question, est-ce que les déodorants qu'on utilise sur soi-même ou les désodorisants dans les bureaux ou dans les maisons n'ont pas un impact sur la santé? Si oui, lesquels et quels sont les conseils que vous donnez? Un téléspectateur de Bobo-Dioulasso se demande quelle est votre action en direction des bouchers et surtout en matière de transport de viande. Il pose la question parce qu'il n'est pas rare pour ceux qui circulent dans les grandes villes de rencontrer des usagers à moto ou à tricycle qui transportent des carcasses de viande pas très bien protégées. Et est-ce qu'il y a des dangers particuliers à consommer ces viandes-là? Qu'en est-il des grillades exposées à la poussière? Et le téléspectateur constate que malgré les différentes sensibilisations et les actions des autorités communales, l'abattage clandestin à la peau dure, surtout dans les zones périphériques. Quel est l'appel que vous avez, le message que vous avez en direction des populations, ou bien cette pratique n'est pas si dangereuse que cela pour leur santé? Monsieur Diko Amadou est à Dori. Il se demande quel est l'impact de l'élevage familial sur la santé des hommes. Il pose la question parce qu'à Dori, il est difficile de trouver une concession d'autochtones où on n'élève pas. Est-ce que la proximité entre les bœufs, les moutons et les hommes peut nuire à la santé de ces derniers? Si oui, comment? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Madame Awa Ouedraogo Awaiguya a des poulets dans sa cour. Quand l'un d'eux tombe malade, elle n'hésite pas, elle lui donne les antibiotiques qu'elle-même elle prend quand elle est malade. Et quand ça ne marche pas, quand son autotraitement ne marche pas, le poulet en question passe à la casserole. Un de ses voisins lui a dit que ce n'est pas une bonne pratique. Vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Monsieur Tamboué Tibiri, il a des Dougou. Pourquoi la section santé humaine de One Health est plus active et mieux coordonnée que celle de la santé animale et environnementale? Docteur Yamugo. Ok, merci Madame Dao et merci à celui qui a posé la question. Il faut dire que de façon générale, au niveau de la santé humaine, en termes même de ressources humaines, il y a plus de ressources humaines. Et il faut qu'on le dise, en termes parfois de moyens, il y a plus de moyens. Mais le One Health a été mis en place pour faire en sorte que tous les secteurs, relever le niveau de tous les secteurs, pour qu'ils puissent travailler ensemble et dans une collaboration multisectorielle pour pouvoir venir à bout des événements de santé publique auxquels nous sommes confrontés. Donc, c'est travailler à relever le niveau de tous les secteurs, santé humaine, santé animale, environnement, pour que nous puissions travailler ensemble dans une multisectorialité parfaite. D'accord. Monsieur Sanon Sitile Landry-Eric, lui, il a plusieurs questions. Donc, il a été lauréat du prix Global One Health 2023 de la FAO. Donc, il a plusieurs questions sur l'approche One Health. Donc, la première question, c'est quelles sont les principales maladies ou risques sanitaires que cette approche vise à prendre en charge au Burkina Faso? Professeur Zekida? Moi, je pense que, comme on l'a dit, en 2017, au niveau du Burkina Faso, on a désigné 5 zoonoses prioritaires que sont l'anthrax, c'est le charbon bactérien, la rage, la grippe aviaire, il y a la brucellose, et nous avons profité de glisser la dengue, parce qu'il y avait une épidémie de dengue qui sévissait à l'époque. Donc, comme le secrétaire exécutif l'a dit, si on arrivait déjà à surveiller ces 5 zoonoses, vraiment, ça allait être un bon départ pour nous. D'accord. Et comment les professionnels, ça c'est notre question de M. Sanon, comment les professionnels de santé collaborent-ils avec les secteurs de l'agriculture et de l'environnement dans le cadre de l'approche One Health? Bon, Docteur, oui, vous avez déjà parlé de ça. Je l'ai déjà ça. précisé depuis 2016 pratiquement, pour former en tout cas une certaine masse critique capable de réaliser de la surveillance épidémiologique comme ça se doit y investiguer. Nous avons vraiment une implication des 3 secteurs, que ce soit santé humaine, animale ou environnementale. Au niveau opérationnel, ce que l'on fait, c'est lorsque, par exemple, il y a une petite préoccupation, quand nous avons, par exemple, un nombre élevé de personnes qui manifestent certaines maladies, dont nous pensons que ça vraiment très, ou en tout cas c'est quelque chose qui devrait être investigué par des équipes multisectorielles, rapidement, celui qui s'occupe de la coordination de la santé humaine contacte les autres acteurs, ils réunissent une équipe et comme ça a été dit, nous avons des outils harmonisés. De plus en plus, les acteurs se déplacent sur le terrain, ils partent vérifier, ils reviennent avec leurs résultats. Ça permet en même temps d'apporter une réponse aussi bien au niveau de la santé humaine que dans les autres secteurs. Bien entendu que nous avons aussi les moyens qui sont mutualisés. Ce n'est pas visible, mais c'est vraiment le cas. Quand nous avons, par exemple, dans le domaine du laboratoire des commandes, de plus en plus, nous intégrons les commandes pour la direction des laboratoires au niveau des ressources animales, mais également au niveau de l'environnement, et ainsi de suite. D'accord. Il pense également que les stratégies qui ont été mises en place pour opérationnaliser cette approche à l'échelle sont plutôt concentrées et donc les compétences... cela restreint l'application de certaines compétences au niveau des concentrés. Docteur Yamugo. Okay, merci. Il faut dire que le One Health est mis en œuvre à l'informel, à tous les niveaux, mais pour formaliser, pour donner tout ce qu'il faut à cette approche-là, la mise en œuvre, et nous sommes en train de mettre en place les comités de concentrés One Health.
Et ces comités déconcentrés, régions, provinces, départements, doivent être mis en place et à travers la prise des arrêtés, des comités déconcentrés qui doivent être pris par Madame et Monsieur le gouverneur. Donc ça, c'est en cours. Ce processus, quand il sera vraiment mis en place et puis les comités seront vraiment formalisés, ça va améliorer la mise en œuvre de cette approche au niveau des régions, des provinces, des départements, à l'image de ce qui est fait au niveau central. Donc je pense qu'avec les comités déconcentrés qui seront formalisés d'ici là, et ça va améliorer la mise en œuvre de l'approche au niveau déconcentré. Je pense que les exemples concrets de projets ou de succès ont déjà été cités. Donc, nous allons continuer avec la question de Mme Nikema Rosalie. Donc, elle a 64 ans. Donc, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Le fait de ne pas traiter les animaux avec les produits humains. Donc, on a déjà répondu à cette question. Est-ce qu'on peut manger les rats voleurs et les margouillards dans les grandes villes? Docteur Sawadou, rapidement. Merci bien au téléspectateur qui a posé cette question. C'est très important en tout cas de revenir là-dessus parce que c'est vrai, même les animaux que nous élevons, que nous maîtrisons plus ou moins les conditions dans lesquelles on les élève, on recommande que ces viandes-là passent par l'inspection pour s'assurer qu'ils sont pas porteurs. Donc, en un mois, on ne doit plus manger les margouillards, on ne doit plus manger les... Voilà. Ok. D'accord. Les désodorisants et les déodorants, est-ce que cela a un impact sur la santé? Oui, ça fait partie des perturbateurs endocriniens. On a vu des dames qui ont utilisé des désodorants, des désodorisants et qui ont eu des problèmes de dermatologie, des allergies et qui ont traité en vain et des cancers, etc. Donc il faut faire attention, connaître ces éléments-là, ces substances-là avant de les utiliser. D'accord. Monsieur Diko Amadou, je pense qu'on a déjà répondu à sa question. L'impact de l'élevage familial sur la santé des hommes. Donc, il demande, est-ce que cela peut nuire à la santé? Si oui, comment? Docteur oui, à ce niveau, effectivement, la promiscuité entre les personnes, les humains et les animaux peuvent être des occasions de transmission des maladies si ces animaux, en tout cas, sont des porteurs des germes. C'est pourquoi l'on recommande, en tout cas, des bonnes pratiques d'élevage, notamment avec la biosécurité, la prévention à travers, par exemple, la vaccination, pour permettre vraiment que ces animaux ne transmettent pas des maladies à ces personnes. Et la dernière question, c'est l'hygiène du transport de la viande de l'abattoir au lieu de vente. Oui, à ce niveau, effectivement, rien que la semaine dernière, nous avons eu une activité de sensibilisation de ceux qui sont impliqués dans ces secteurs-là, les bouchers. Et il faut le dire que le plus souvent, on a l'impression que les gens maîtrisent, mais en réalité, ils ne maîtrisent pas forcément. On s'étonne de voir un boucher qui n'est pas conscient que la viande qu'il met sur le marché peut se retrouver dans sa maison parce que sa femme n'est pas forcément informée. Donc, c'est dire qu'en tout cas, à ce niveau... juste ajouter rapidement qu'au Burkina, le ministère de la Santé a entrepris la mise en place de la police de l'hygiène publique. Il y a des brigades qui sont en train d'être mises en place et ce sont des équipes qui regroupent plusieurs acteurs qui auront force de sensibilisation mais d'action plus tard. Et donc, il y aura à un moment donné certainement une force qui dira en tout cas à chacun ce qu'il faut avoir comme comportement pour protéger au mieux la population. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Docteur Yamero, quelles sont les perspectives pour une meilleure mise en œuvre de l'approche One Health au Burkina Faso? Et merci Madame Dao. Les perspectives pour une meilleure mise en œuvre de l'approche One Health au Burkina Faso, et c'est entre autres que nous puissions, nous avons dit que nous avons la plateforme électronique One Health qui est actuellement à un stade où ça concerne 5 régions, que cette plateforme électronique qui constitue une passerelle d'échange d'informations de surveillance sur les maladies d'intérêt entre les différents secteurs, que cette plateforme électronique-là, nous puissions travailler à ce qu'elle puisse couvrir tout le pays, toutes les 13 régions. Ça, c'est très important. Nous avons également que, au niveau que nous puissions intégrer l'approche One Health, une seule santé, dans les curricula de formation et d'enseignement. Et nous avons également que cette approche-là soit une appropriation de cette approche par les acteurs communautaires à la base. Ça, c'est très important. Et que pour cette approche, que nous puissions disposer d'outils et de directives et au profit des différents organes pour leur permettre de mettre en œuvre l'approche à tous les niveaux comme il se doit.
et que nous puissions également mettre en œuvre, nous avons un financement qu'on appelle le financement pandémique, fonds de lutte contre les pandémies, que ce financement, nous puissions le mettre en œuvre comme il se doit également et dans de bonnes conditions pour atteindre les objectifs escomptés et notamment améliorer la mise en œuvre de l'approche One Health au niveau de notre pays. Et donc voilà une liste qui n'est pas exhaustive en termes de perspectives. D'accord, des perspectives qui vont mettre fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Prenez bien soin de vous. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.